Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. Romain sera avec moi ce soir dans votre chronique Cinéfacto. En attendant de le retrouver, voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine au box-office, le film Longlegs, un bon thriller d'enquête aux frontières de l'occulte avec un tueur en série impitoyable. Mais dans ce jeu du chat et de la souris, qui traque qui ? Dans un film, si le réalisateur est le chef d'orchestre, l'acteur principal en est le soliste. C'est lui qui ajoute la touche finale au film. On en parle justement ce soir avec mon invité du jour, Alizé Bonnet. Enfin, la grande barrière de corail, vous le savez, est menacée par le réchauffement climatique, mais selon les chercheurs impliqués dans sa protection, là où l'on a des remontées d'eau froide, le corail serait sain. Pour mieux comprendre ce phénomène, les chercheurs auront de précieux alliés, les géants des mers. Un beau programme à venir et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite spécialement pour vous, que l'on découvre dans votre chronique à l'affiche. Ce soir, focus sur le film Longlegs. On y suit Lee Harker, une agente du FBI prometteuse qui se voit confier une affaire de tueur en série non résolue. Son enquête prendra une tournure inattendue lorsqu'elle va découvrir qu'elle est intimement liée au tueur, interprété par le talentueux Nicolas Cage. On regarde la bande-annonce. Ça fait pas peur d'être au FBI quand on est une femme ? Si. Étudiez ça attentivement. Il y avait une lettre près du corps, signée d'un seul mot. Et je vis monter de la mer une bête avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur chaque tête, un nom blasphématoire. Qu'est-ce que vous me cachez? Il tuera. Et tuera encore. Je sais que tu n'as pas peur de te retrouver dans l'obscurité. Parce que les ténèbres, c'est toi. Est-ce que tu dis toujours tes prières ? Pas une fois. Elles me font peur. Tu aurais pu être gentil avec moi. Mais tu as préféré être méchante. Et résultat, regarde, c'est par ta faute que cela est arrivé. Et moi, j'attendrai. Un film perturbant, une ambiance oppressante qui me rappelle le film Le Silence des agneaux. Reste à voir si Nicolas Cage sera à la hauteur d'Anthony Hopkins. En tout cas, ce thriller hypnotique vous laissera aucun répit. Enfin, le film Moi moche et méchant 4. Et oui, Gru, le plus gentil des grands méchants du cinéma, est de retour avec Lucie et les filles, Margot, Edith et Agnès. Ils accueillent le petit dernier de la famille, Gru Junior, qui a d'ailleurs un sacré caractère, mais après tout, les chiens ne font pas des chats. Une famille heureuse dont l'équilibre va être chamboulé par l'arrivée de Maxime le Mâle, un grand méchant. On regarde la bande-annonce. Salut la compagnie! Attendez, 3 filles, une épouse, il manque une chose, mais quoi? Ce jeune homme ? Oh, il est là, mon tout petit! Je sais que tu l'aimes, ton papa. Dis-le, vas-y, papa. Papa.
Bien sûr qu'il t'aime, c'est juste qu'à son âge, il le montre pas sur son visage. Il le montre pas dans ses gestes. Oh, hein, Gros Junior, oh bah oui. J'ai à vous parler, Gros. Votre famille est en danger. Quoi? Maxime le Mâle s'est évadé de prison. Je reviens me venger, Gros. On doit vous amener dans un endroit sûr. Il y a un distributeur. Je vais être très bien ici. Oh là là Lucas Wasabi les burritos. Hop. Merci, Luan. Un film amusant à aller voir absolument en famille. Ces deux films, je le rappelle, sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Rappelons également que par rapport au couvre-feu, le cinéma est couvert tous les jours de 12h30 à 18h30. Découvert l'an dernier dans le court-métrage Et que vive Porima du réalisateur Gwenaël Astier, Alizé Bonnet est avec nous ce soir pour nous en parler. On la retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Alizé, bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Bonsoir. Alors, tu as fait tes premiers pas, je le disais précédemment, en tant qu'actrice dans le court-métrage Et que vive Porima du réalisateur Gwenaël Astier, que j'ai eu la chance de recevoir en début d'année, de même que Ryan Julia, qui est l'autre acteur principal de ce film. Alors toi, tu y interprètes Katia, l'un des personnages principaux, sachant que tu n'es pas actrice de profession puisque tu travailles dans l'écologie. Alors, il s'agit quand même je dirais, de deux professions quand même aux antipodes l'une de l'autre. Alors, pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans l'acting? Eh bien, justement, en fait, de base, c'est ma maman qui est tombée sur l'annonce de recherche de figurante pour jouer un personnage donc, qui s'appelle Katia et qui est une jeune femme qui est proie à l'éco-anxiété. Et en fait, ça fait écho à un sentiment que j'ai pu ressentir à une période de ma vie avec ces préoccupations écologiques que je porte en moi. Et donc, voilà, j'étais intéressée tout d'abord par rencontrer déjà les personnes qui portaient ce projet, pas forcément, pour être honnête, avec l'envie tout de suite de me proposer pour jouer le personnage en question. Mais voilà, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir des gens qui s'engagent sur le territoire. Alors, je suis dans ce milieu, même, on va dire, côté pro, donc je côtoie des gens qui s'engagent. Mais là, c'était une manière différente que de le faire et ça m'a paru intéressant que de rencontrer ces personnes-là. Et au fur et à mesure de nos premiers échanges, eh ben, je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant en termes de défis personnels, de challenge, que de m'essayer à jouer, à faire l'actrice finalement, et puis que ça allait être une sacrée expérience, ce qui a été le cas d'ailleurs. Donc merci encore aux réalisateurs et à toute l'équipe qui m'ont permis de vivre cette expérience. Donc c'était une belle opportunité pour toi, je dirais, pour parler de ton dada, qui est l'écologie. Oui, exactement. Bon, il y a forcément, comme beaucoup de gens, pas mal de sujets qui me touchent, mais celui-là, voilà, c'est ce à quoi je me suis consacrée. J'ai consacré pas mal de temps personnellement et professionnellement ces dernières années. Et donc là, c'était une autre manière que de m'engager pour essayer de faire passer des messages. Et donc voilà, je trouvais le scénario, en tout cas, vraiment intéressant sur ce plan-là. Alors, le jeu d'actrice, c'est tout nouveau pour toi. La prise de parole, donc devant les caméras, ce n'est pas un exercice, je dirais, qui t'est familier. Mais justement, comment est-ce que tu t'es préparée pour ton rôle? Alors, on a eu la chance d'avoir quelques répétitions donc, avec Ryan, mon partenaire de jeu, et donc Gwenaël, notre réalisateur, avant la semaine de tournage. Et puis, celle-ci est quand même assez vite arrivée. Ça a été assez dense, mais on a eu une équipe formidable sur ce tournage qui nous ont mis en confiance. Et donc, effectivement, c'était quand même assez speed, je vais dire. Et donc, c'est vrai qu'on peut être parfois un peu frustré quand on voit le résultat de sa propre prestation en se disant bah, j'aurais pu le faire plus comme ça ou prendre plus le temps de m'approprier le personnage, etc. Mais globalement, enfin, le résultat collectif
Je dirais, j'en suis, hyper fière et surtout c'était de super moments, partagés avec des gens, vraiment incroyables qui m'ont fait découvrir, leur milieu, on va dire et c'était vraiment une super expérience. Oui, parce que surtout que il y a les thèmes sont assez quand même forts dans ce film. Mmh. Donc il y a la protection de la planète, il y a aussi la mort, la Ouais. parentalité. Donc comment est-ce que c'était facile d'aborder tous ces thèmes pour toi? Alors non, c'était pas facile à aborder ni à jouer. Clairement, c'est vrai que, sur ce court métrage, il y a quand même pas mal de situations où mon personnage est en vulnérabilité et c'est d'ailleurs, difficile pour moi des fois de voir les images puisque je me vois, enfin, je vois mon personnage, mais je me vois derrière, pleurer, m'énerver, voilà, je vais pas dévoiler tout le tout le court métrage maintenant. Mais c'est une bonne expérience aussi parce que ça permet, aussi d'accepter, le lâcher prise aussi parce qu'on est dans une société où on veut toujours montrer le meilleur de soi-même et Mmh. cacher un peu parfois certaines émotions qui, peuvent être jugées négativement et en fait, ça permet aussi, voilà, de gagner en confiance finalement en se montrant vulnérable. Tout simplement, parce qu'on a tous cette part en nous et surtout quand on va vers des crises, il y a la crise écologique forcément, mais bon, on en vit une en ce moment malheureusement, Mmh. au pays et c'est vrai que quand on va vers des situations compliquées, ben, il faut aussi accepter d'être sincère envers, les autres sur comment on va et comment on peut, Mmh. contribuer et pour ça, voilà, il faut pas avoir peur de se montrer, sous son vrai jour et ça m'a ça m'a confortée en ce sens, on va dire. Quel meilleur, souvenir toi tu gardes de ce tournage? Alors, en fait, j'en ai plein. Franchement, on a vraiment, été, avec des gens, vraiment sympas, drôles. Je me suis, bien entendue, ben, avec, Venaël, le réalisateur. Je me suis fait une amie, proche sur le tournage, en la personne de ma maquilleuse et puis, je me suis liée d'amitié aussi avec Ryan et je pense que, si je dois garder, un souvenir en mémoire, c'est, justement avec Ryan sur le tournage pendant le tournage d'une scène, on a eu un sacré fou rire. Alors bon, on n'avait pas le temps de la voir parce que, fallait qu'on enchaîne, les séquences, mais bon, c'était un sacré bon moment et voilà, je pense que je garderai ce souvenir en particulier, mais on a eu beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est une expérience, que tu aimerais renouveler, ou pas du tout? Si tu avais l'opportunité de rejouer dans un film? Hem, alors le métier d'actrice en tant que tel m'attire pas forcément, même Mmh. si, j'ai aimé, vivre cette expérience un peu hors du temps et découvrir, tout ce milieu de gens passionnés. Pour autant, si jamais, j'avais l'opportunité qui se représentait enfin pour une cause, en faveur d'une cause qui Qui me t'est cher? parle ou Mmh. qui m'est chère exactement, que ce soit, dans l'environnement ou dans le social, je pense en particulier, ben, forcément à ce qu'on vit aujourd'hui. Par exemple, comment faire du lien entre les gens, comment, faire en sorte qu'on se comprenne, qu'on construise des choses en commun. Ça pourrait, voilà, potentiellement m'intéresser de me réengager par ce biais. Oui, parce que dans ce film-là, Et que vive Porima, c'est vraiment le message qui t'a attiré en fait? Oui, oui, complètement. Ouais, c'est vraiment le message ben, si on fait rien, on va droit dans le mur et pour autant, on peut trouver des solutions et même quand c'est la crise, on peut trouver à s'entraider et à créer des choses en commun donc voilà, c'était ça et il y a du beau dans le moins beau et c'est le message qui m'a attirée complètement. On parle de cinéma justement, Alizée. Est-ce que toi tu aimes regarder des films? Oui, 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 j'aime bien regarder, des films. Alors ça va dépendre de mes humeurs, parfois je vais être plus, film, un peu émouvant, inspirant, Mmh. issu d'histoires, vraies, Ouais. Mmh. inspiré d'histoires vraies en tout cas et puis après quand j'ai besoin de légèreté, je peux plutôt regarder des comédies ou des films de science-fiction, voilà, il y a pas de il y a pas de règle. Voilà. Dernière question, est-ce qu'il y a un film en particulier, toi, qui t'a marqué, ou qui te plaît? Il y en a beaucoup. Mmh. J'ai juste envie là de faire un petit clin d'œil à mon papa parce qu'on regarde ensemble la saga, Star Wars, Ah.
Je sais pas si je peux dire le nom. Bien sûr, tu peux. Ouais, Diacolite, j'espère que j'ai bien prononcé. Mais du coup, voilà, on regarde ça ensemble en ce moment en tant que fan de Star Wars et c'est sympa, voilà. Ça fait sortir, ça fait du bien en ce moment On en a de bien rêver à besoin. autre chose. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, bah, bon courage à tous et puis merci encore pour votre invitation. Alizée, merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Le cinéma, tout comme les films documentaires, nous permet très souvent de mieux comprendre les enjeux liés à l'environnement, sa richesse, sa fragilité et comment les chercheurs travaillent à mieux le préserver. On en parle tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. À travers ce dernier volet de la série documentaire Les Sentinelles de la Grande Barrière de Corail, les géants des mers de John Jackson, vous verrez que les chercheurs de l'Argo ont peut-être trouvé une solution pour essayer de sauver la Grande Barrière de Corail. En effet, ils s'intéressent de près aux remontées d'eau froide qui sont riches en nutriments et qui nourrissent de minuscules polypes de corail ou encore les géants des mers. Le problème étant que ces remontées d'eau froide ne sont pas toujours au même endroit car elles évoluent en fonction des conditions climatiques. La seule solution étant de suivre les géants des mers. Mais que font-ils exactement avec ces géants des mers? On regarde un extrait. Dans cette région proche de l'équateur, les eaux sont plus chaudes et le corail plus en souffrance. Trouver les remontées d'eau froide salvatrices y est d'autant plus important. Sur ce récif du nord de la Grande Barrière, des observateurs ont repéré des requins-baleines. Considéré comme le plus grand poisson du monde, sa corpulence impressionnante l'oblige à rechercher les courants marins les plus riches en plancton. Si on sait quand et où ces remontées d'eau se produisent, on pourra identifier les zones de la Grande Barrière qui pourraient être les plus résistantes au changement climatique. C'est vraiment très important pour nous de savoir où se trouvent ces zones, car elles pourraient servir de banques de semences de corail, à partir desquelles la Grande Barrière pourrait être recolonisée. Nos connaissances actuelles sur les remontées d'eau autour du récif proviennent en grande partie des relevés de température d'eau en surface obtenus par satellite. Mais cela ne nous dit rien de ce qui se passe dans la colonne d'eau froide. Nous voulons vraiment savoir ce qui se passe au niveau du zooplancton, le plancton animal, et des prédateurs qui viennent s'en nourrir. Le meilleur moyen de connaître le cheminement de ces remontées d'eau dans les 3 dimensions, c'est d'équiper les animaux susceptibles de nous révéler quand et où ces phénomènes ont lieu. C'est donc la balise satellite avec laquelle nous suivons les requins-baleines. On va l'installer sur le haut de sa nageoire dorsale, ce qui va permettre d'envoyer un signal au satellite. Comme ça, on sait où se trouve précisément le requin-baleine. C'est différent des autres systèmes d'accroche. Nous, on utilise une pince. On n'a pas besoin de capturer le requin-baleine. On nage vers lui et on la pose sur sa dorsale. Ici, c'est le système de serrage. Sans cette cale-là, évidemment. Je la retirerai juste avant de poser la balise sur l'animal et il poursuivra sa route. En plus de la pose de balise, il va falloir identifier le requin-baleine à l'aide de photographies et d'un prélèvement de peau. C'est la première fois qu'autant d'opérations vont être menées simultanément sur un même animal. La première opération du protocole est la photo-identification. C'est aussi la moins invasive. Vient ensuite la pose de la balise satellite sur la nageoire dorsale. Vient le délicat prélèvement de peau pour l'analyse ADN. L'animal ne semble pas en avoir souffert. En tout cas, ces requins-baleines sont de précieux collaborateurs pour les hommes. Il faut savoir qu'à travers le monde, plusieurs centaines de requins-baleines sont équipés de ces balises satellites.
Vous pourrez retrouver ce documentaire sur Calédonia le lundi 15 juillet dès 19h55. Enfin, êtes-vous plutôt streaming ou salle obscure? Pour ma part, mon cœur balance entre les deux. On en parle ce soir avec Romain dans votre chronique Cinéfacto. Bonsoir Romain. Bonsoir Steph, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors, j'ai une question pour commencer. Est-ce que tu es abonné à une plateforme de streaming? Alors, je suis abonnée à plusieurs plateformes de streaming. La dernière en date, d'ailleurs, c'est Viki Rakuten. Je ne sais pas si tu connais. Rakuten TV, ouais. Si, ouais, ça c'est me un dit peu rien. plus spécialisé dans les films asiatiques et les dramas que j'adore. Ah ok, bon, il y en a une autre qui est sortie là. Et si tu veux encore mettre la main au porte-monnaie, tu vas pouvoir t'abonner à Max, hein, une nouvelle plateforme de streaming. Encore une, oui. Elle est sortie il y a un mois et elle regroupe le catalogue Warner et HBO. Entre autres. Hein. Et cette énième plateforme, elle m'a donné envie de parler de l'essor des plateformes de streaming et la concurrence qu'elle fait à la salle de cinéma. Car depuis des années déjà, Netflix, Amazon Prime, Disney+, oulala, et j'en passe, hein, ont radicalement changé notre façon de consommer nos séries, mais surtout nos films. Hein, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Car rappelez-vous, hein, le succès d'un film, jadis, à l'époque, hein, se faisait en salle, hein, selon son succès en salle. Et plusieurs productions trouvaient leur public comme ça. Et maintenant, c'est directement sur nos écrans à domicile que ça se passe, quoi. C'est vrai que c'est quand même plus pratique de rester à la maison, de mater sa série. Là, moi, j'attends avec impatience Sweet Home. Je ne sais pas si tu connais. Sweet Home. Voilà, Sweet Home. Et ça sort d'ailleurs la saison 3 le 19 juillet prochain sur Netflix. Ok, d'accord. Bon. Des avantages, oui. Tu l'as dit, hein, mais bon, il y en a plein avec les plateformes de streaming. Pour les spectateurs, on va dire, oui, c'est une aubaine, hein, un accès illimité à des catalogues complètement fous, des productions originales et surtout la possibilité de regarder ce qu'on veut, quand on veut, sur son canapé, chez soi, en slip, au calme. Et ça apporte aussi une grosse liberté créatrice aux réalisateurs qui retrouvent dans des plateformes, par exemple, comme Netflix, plusieurs budgets conséquents qu'on leur refuse la plupart du temps. Donc voilà, une liberté plus grande. L'exemple, par exemple, de The Irishman, de Martin Scorsese, un film épique de plus de 3 heures, hein, financé par Netflix, et parce qu'il avait été boudé par plusieurs studios qui n'en voulaient pas, quoi. Donc, il y a des avantages, mais je me doute qu'il y a des inconvénients. Inconvénient, ouais, parce que même si ça va un peu mieux aujourd'hui, hein, cette concurrence elle a pour conséquence de voir la fréquentation des salles de cinéma baisser, notamment avec le Covid-19 qui est en 2020, qui n'a pas arrangé les choses. Et les festivals de cinéma aussi et les cérémonies des Oscars, ils ont également dû s'adapter parce qu'on a vu de plus en plus de films de Netflix ou autres qui sont présentés en lice, en compétition. Et ça, voilà, il faut faire avec. Mais ça fait encore débat. Hein, et bon, il devient aujourd'hui plus clair que ces œuvres sont là pour rester et redéfinir les règles du jeu. Mais moi, je vous en prie, trouvez un compromis parce qu'être obligé de voir le magnifique Roma d'Alfonso Cuarón, une production Netflix en plus Oscar du meilleur film étranger de 2019 sur son écran de télévision, et ça déchire le cœur. Hein. C'est pas la même chose, c'est vrai. Non, pas du tout. Alors, on va pas se mentir, depuis toutes ces années, en plus, un tel modèle économique qui rapporte des millions, voire des milliards de dollars, eh bien, forcément, ça entraîne, à part quelques heureuses exceptions ici et là, ça entraîne une surproduction totalement inégale, avec des œuvres calibrées, voire fades, pour plaire au plus grand nombre, et plutôt que de prendre des risques artistiques. Et c'est comme ça qu'on passe plus de temps à choisir son programme plutôt qu'à le regarder, quoi. Mais bon, est-ce que ça veut dire, parce que bon, si on comprend bien, donc les plateformes de streaming sont des concurrents directs de la salle de cinéma, est-ce que ça veut dire que les salles de cinéma vont disparaître? Est-ce que le streaming va tuer les salles de cinéma? L'expérience en salle, déjà, elle est unique en soi. Ça, rien ne pourra la concurrencer de ce côté-là. Donc, elle continue pour faire de la concurrence, du coup, à cette plateforme qui leur font de la concurrence, de se réinventer pour proposer quelque chose de nouveau, qu'on ne peut pas retrouver chez soi, une immersion totale, des projections événementielles, des rencontres avec les équipes des films. Mais il est clair désormais que toutes ces plateformes qui sortent de partout, il va falloir continuer d'innover pour attirer toujours plus de spectateurs en salle et éviter que les sorties cinéma deviennent des légendes urbaines pour nos petits-enfants, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je sais que jamais rien ne remplacera l'expérience cinéma en salle. Mais dans ce combat, une chose doit être primordiale, que ce soit sur le canapé rouge devant le grand écran ou sur son canapé devant le petit écran. Il faut nous faire rêver. Il faut que le cinéma continue de nous faire rêver. Et je pense qu'il n'a pas fini de nous faire rêver. Inch'Allah. Merci à toi, Romain. Mais de rien, merci à toi.
Alors, notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.